Le 1er août 1976, un pilote de Formule 1 brûle vivant dans sa voiture. Les médecins pensent qu'il ne passera pas la nuit. 42 jours plus tard, cet homme est de retour sur la grille de départ. Son nom, c'est Niki Lauda. Et ceci n'est pas une histoire de sport. C'est une histoire de survie. On imagine souvent que les champions naissent sur un nuage, qu'il suffit d'un peu de talent, d'une bonne voiture, et que tout s'enchaîne naturellement. Mais la vérité est bien différente. Certains destins commencent par une rupture. Une vraie. Avec sa famille. Avec son confort. Avec la vie que les autres avaient choisie pour eux. Niki Lauda, c'est exactement ça. Il naît à Vienne, en Autriche, le 22 février 1949, dans une famille aisée, liée au monde de la banque et des affaires. Un environnement strict, structuré, où tout est déjà tracé d'avance. Dans cette famille, on ne devient pas pilote de course. On devient banquier ou chef d'entreprise. Mais très tôt, Niki n'a qu'une obsession, la vitesse. Les voitures, les moteurs, la compétition. Plus il grandit, plus le fossé se creuse. Et quand il annonce qu'il veut devenir pilote automobile, la réaction est brutale. Sa famille refuse de le soutenir. Pour eux, la course est dangereuse, vulgaire, indigne de leur rang. Niki Lauda se retrouve alors seul. Sans argent, sans filet de sécurité, mais avec une certitude absolue. Il ne renoncera pas. La course automobile coûte extrêmement cher. À cette époque, il n'y a pas de parcours balisé, pas d'académie moderne. Soit tu apportes de l'argent, soit tu n'existes pas. Alors Lauda prend une décision radicale. Il va se financer lui-même. Il travaille, il emprunte, il contracte des prêts bancaires, parfois énormes. Il met son avenir financier en jeu à chaque saison. Il commence en amateur, puis grimpe les catégories une à une. La Formule Volkswagen, la Formule 3, la Formule 2. Il n'est pas le plus spectaculaire, pas le plus charismatique, mais il apprend plus vite que les autres. Il observe, il analyse. Il comprend ce que fait la voiture, ce que font les pneus, ce que fait le moteur. Très vite, une chose le distingue. Il ne pilote pas à l'instinct, il pilote avec sa tête. Cette approche méthodique va lui valoir un surnom qui le suivra toute sa carrière. L'ordinateur. Mais à ce moment-là, il est surtout un jeune pilote sous une pression immense. Chaque course est une prise de risque financière. Chaque abandon peut signifier la faillite. Malgré tout, il force les portes. Au début des années 70, il parvient à entrer en Formule 1. Pas dans une équipe mythique, pas dans une voiture gagnante. Mais il est là. Et là encore, il doit payer sa place. Une pratique courante à l'époque, mais qui ne garantit rien. Les résultats ne sont pas immédiatement éclatants. Certains doutent. Beaucoup pensent qu'il n'ira pas plus loin. Mais Lauda persévère. Il encaisse les dettes. Il encaisse les critiques. Et un jour, lors d'une course où il dépasse largement les attentes avec une voiture moyenne, quelqu'un remarque son nom. Quelqu'un qui ne choisit pas ses pilotes au hasard, c'est Enzo Ferrari. Ferrari est alors une équipe en crise et instable. Brillante, mais désorganisée. Et Lauda arrive avec tout ce que Ferrari n'est plus. Du calme, de la rigueur, une obsession du détail. Il critique la voiture. Il exige des changements et il dérange. Mais il ne parle jamais pour flatter son ego. Il parle pour gagner. Contre toute attente, Ferrari lui fait confiance. Du jour au lendemain, Niki Lauda passe d'un pilote endetté à un pilote officiel Ferrari. Dans le paddock, beaucoup ne comprennent pas. Il n'a encore jamais fait de podium en Formule 1. Mais Enzo Ferrari a vu quelque chose. Un cerveau, un travailleur et un homme capable de reconstruire une équipe. Lauda passe des heures avec les ingénieurs. Il transforme la méthode de travail. Il impose une discipline quasi militaire. Les résultats arrivent vite, très vite. Il gagne et il progresse. Il devient un prétendant sérieux au titre. Et en 1975, à seulement 26 ans, Niki Lauda devient champion du monde de Formule 1. Le fils rejeté de la bourgeoisie viennoise est désormais au sommet du sport automobile. Mais derrière ce succès, une vérité demeure. Rester au sommet est souvent plus dangereux que d'y arriver. Et en 1976, le destin va le lui rappeler de la manière la plus violente possible. La saison 1976 commence comme un rêve pour Niki Lauda. Il est champion du monde en titre. Il est en confiance, il domine. Course après course, il marque des points. Podium et victoire. Ferrari est redevenu l'équipe à battre. Mais cette année-là, un autre nom revient sans cesse, James Hunt. Deux hommes, deux styles,
Deux visions opposées de la course. Lauda est froid, méthodique, calculateur. Hunt est instinctif, flamboyant, imprévisible. La Formule 1 adore cette rivalité. Le public aussi. Et pourtant, au milieu de cette bataille, un circuit fait peur à tout le monde, c'est le Nürburgring. Plus de 20 km de piste. Des virages aveugles. Des murs en pierre. Des zones sans aucune protection. Les pilotes l'appellent l'enfer vert. Quelques semaines avant le Grand Prix d'Allemagne, une réunion a lieu entre pilotes. Niki Lauda prend la parole. Il dit que le Nürburgring est trop dangereux. Il demande l'annulation de la course. Certains le soutiennent. D'autres refusent. James Hunt, notamment, estime que Lauda exagère. Pour lui, c'est de la prudence excessive. La décision tombe. La course aura lieu. Le 1er août 1976, le ciel est lourd. La piste est piégeuse. Les conditions sont mauvaises. Le départ est donné. Dès les premiers tours, Lauda attaque. Mais soudain, sa Ferrari décroche. La voiture sort de la trajectoire. Percute violemment le mur de pierre. Le réservoir explose. La Ferrari s'embrase instantanément. Une boule de feu. Lauda est inconscient. Son casque a été arraché par la violence du choc. Il est coincé dans l'habitacle déformé. Et le pire arrive. Deux autres voitures arrivent à pleine vitesse. Elles ne peuvent pas l'éviter. Elles percutent la Ferrari en flammes. Les secondes passent. 10, 20, 30 secondes. À l'intérieur, la température dépasse les 800 degrés. Lauda respire des fumées toxiques. Chaque seconde réduit ses chances de survie. Puis un pilote s'arrête, c'est Arturo Merzario. Sans hésiter, il se jette dans les flammes. Il tente d'arracher Lauda de la voiture. D'autres arrivent pour aider. Après 55 secondes d'enfer, Niki Lauda est extirpé. Son corps est brûlé. Son visage est méconnaissable. Ses poumons sont saturés de vapeur d'essence. Il est transporté à l'hôpital dans un état critique. Les médecins sont pessimistes, très pessimistes. Ses brûlures sont graves. Ses poumons sont endommagés. Il est plongé dans un état où chaque respiration est un combat. À son chevet, on parle déjà de la fin. Mais Lauda refuse de mourir. Sur son lit d'hôpital, il lutte. Respirer lui fait atrocement mal. Mais il respire encore. Jour après jour, contre toute attente, son état se stabilise. Il subit des greffes de peau, notamment au visage. Il a perdu une oreille. Ses cheveux ne repousseront jamais vraiment. Mais son regard, lui, n'a pas changé. 42 jours après l'accident, le monde de la Formule 1 reçoit une image irréelle. Niki Lauda est de retour. Visage partiellement dissimulé sous une cagoule spéciale. Bandage encore visible. Il se présente au départ du Grand Prix d'Italie. Dans les stands, personne n'en croit ses yeux. Comment un homme gravement brûlé, à peine remis, peut-il envisager de piloter une Formule 1 à 300 km/h? Certains pilotes tentent de l'en dissuader. Lauda est inflexible, il va courir. Sous les acclamations des tifosi, il prend le départ. La course est un supplice. Sa combinaison se gorge de sang. Les greffes souffrent sous l'effort. Mais il tient. Il franchit la ligne d'arrivée à une incroyable 4e place. À cet instant, Niki Lauda n'est plus seulement un pilote. Il est devenu un symbole. Mais l'histoire de 1976 n'est pas terminée. Car quelques semaines plus tard, sur un autre continent, sous une pluie battante, Lauda va prendre la décision la plus controversée de toute sa carrière. Et cette décision va diviser le monde de la Formule 1. Octobre 1976. Le championnat du monde n'est pas terminé. Après son retour miraculeux à Monza, Niki Lauda est encore en lice pour le titre. Mais le destin a une dernière épreuve à lui imposer. La dernière manche de la saison se déroule au Japon, sur le circuit de Fuji. Ce jour-là, un typhon s'abat sur la région. La pluie est violente. La visibilité est presque nulle. Dès l'échauffement, les pilotes comprennent que la course est dangereuse. Très dangereuse. Mais comme souvent à cette époque, le spectacle prime. La course est maintenue. Au départ, Lauda prend le volant. Il sait ce que cela signifie. Quelques semaines plus tôt, il a brûlé vivant dans sa voiture. Il a inhalé des fumées toxiques. Ses poumons sont encore fragiles. Son corps est encore en convalescence. Au bout de 2 tours, Lauda prend une décision. Il rentre au stand. Il coupe le moteur et il abandonne volontairement.
Ce n'est pas une panne. Ce n'est pas un problème mécanique. C'est un choix. Il refuse de risquer sa vie une seconde fois pour un championnat du monde. La conséquence est immédiate. Il perd le titre. James Hunt devient champion du monde 1976. Dans le paddock, les réactions sont violentes. Pour certains, Lauda a fait preuve d'une immense lucidité. Pour d'autres, c'est une faiblesse, une trahison. En Italie, la décision est très mal vécue. Enzo Ferrari, homme de principe et d'orgueil, ne lui pardonne pas. Pour Ferrari, on meurt sur la piste s'il le faut. On n'abandonne pas. Lauda, lui, ne regrette rien. Il assume pleinement sa décision. Sa vie vaut plus qu'un trophée. Mais cette fracture marque un point de non-retour. La relation entre Lauda et Ferrari se dégrade et la confiance s'effrite. La saison suivante, l'ambiance devient lourde et pesante. À 2 courses de la fin du championnat 1977, une réunion tendue a lieu à Maranello. Les reproches fusent. On lui parle de loyauté. Il parle de respect. La discussion dégénère. Niki Lauda quitte Ferrari sur le champ. Pour beaucoup, c'est une folie. Quitter la Scuderia Ferrari, au sommet de sa carrière. Mais Lauda n'a jamais été un homme comme les autres. Il rebondit rapidement chez Brabham. Dirigé par un homme déjà très influent dans l'ombre de la Formule 1, c'est Bernie Ecclestone. Le défi est excitant, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Une victoire spectaculaire avec la fameuse Brabham à ventilateur apporte un sursaut, mais la voiture est rapidement interdite. La motivation de Lauda s'érode. Piloter sans pouvoir gagner ne l'intéresse pas. Alors, fidèle à sa logique froide, il prend une décision aussi brutale qu'inattendue. Lors du Grand Prix du Canada, en 1979, entre 2 séances d'essai, Niki Lauda annonce sa retraite immédiate de la Formule 1. Il quitte le circuit, monte dans un avion et rentre en Autriche. À seulement 30 ans, le double champion du monde claque la porte. Pour lui, c'est simple. S'il ne peut pas être compétitif, il préfère partir. Mais derrière cette décision se cache autre chose. Depuis quelque temps déjà, Lauda prépare une autre vie. Une vie loin des circuits, mais toujours dans les airs. Car Niki Lauda n'a jamais cessé d'aimer piloter. Simplement, il s'apprête à changer de cockpit. Quand Niki Lauda quitte la Formule 1 en 1979, beaucoup pensent qu'il a tourné la page pour de bon. À 30 ans seulement, il pourrait profiter de sa fortune, de sa notoriété, et vivre loin du danger. Mais Lauda n'a jamais fonctionné comme ça. Depuis plusieurs années déjà, il nourrit une autre passion. Une passion aussi exigeante que la course automobile, l'aviation. Pendant qu'il court encore en Formule 1, Lauda passe ses licences de pilote de ligne. Il apprend, il étudie et il applique la même rigueur que sur les circuits. Pour lui, piloter un avion ou une Formule 1 repose sur les mêmes principes. La discipline, la préparation et le respect absolu des procédures. En 1979, libéré de ses obligations sportives, il se lance pleinement dans ce nouveau défi. Il fonde sa propre compagnie aérienne, Lauda Air. Au départ, le projet paraît fou. Créer une compagnie aérienne quand on est un ancien pilote de course n'inspire pas forcément confiance. Mais Lauda ne se contente pas d'investir. Il s'implique personnellement. On le voit aux commandes des avions, en uniforme de commandant de bord. Piloter lui-même les Boeing 737 de sa flotte. Il veut comprendre chaque détail, chaque procédure, chaque risque. Lauda Air se développe progressivement. Des vols charters, une réputation de sérieux et une compagnie bien gérée. Pour la première fois de sa vie, Niki Lauda semble avoir trouvé un équilibre loin de la compétition. Mais la course n'est jamais très loin. Au début des années 80, le monde de la Formule 1 a changé. Les voitures sont plus rapides, les équipes plus professionnelles. Et quelque part, Lauda observe. Il ne court plus, mais il regarde. Il analyse. Et en 1982, contre toute attente, une rumeur commence à circuler. Niki Lauda pourrait revenir en Formule 1. L'annonce officielle tombe peu après. Il signe avec McLaren. L'accueil est glacial. Beaucoup se moquent. D'autres doutent. Lauda a 33 ans. Il n'a pas couru depuis 3 saisons. Il a pris du poids. Il a une compagnie aérienne à gérer. Certains médias avancent même des rumeurs financières, prétendant qu'il revient uniquement pour l'argent. Mais une fois encore, Lauda va répondre sur la piste. Dès sa 3e course,
sur le circuit urbain de Long Beach. Il s'impose. La victoire est nette. Sans discussion. Sur le podium. Casquette rouge sur la tête. Le sourire est discret. Presque ironique. Le message est clair. Il est toujours là. Et ce retour n'est pas un simple barreau d'honneur. Il marque le début d'un nouveau chapitre. Peut-être le plus impressionnant de sa carrière. Car 2 ans plus tard, Niki Lauda va accomplir ce que presque personne n'imaginait encore possible. Il va redevenir champion du monde. La saison 1984 marque un tournant. Chez McLaren, 2 hommes se font face. 2 cerveaux, 2 champions. Niki Lauda et Alain Prost. Sur le papier, Prost est plus rapide, plus jeune et plus fluide. Lauda, lui, a autre chose. L'expérience, la régularité, la capacité à marquer des points quand les autres en perdent. Très vite, le championnat devient une guerre froide. Pas de cris et pas de provocation publique. Mais une tension permanente. Course après course. Les victoires s'alternent. Les écarts sont infimes. Chaque détail compte. Lauda ne cherche pas à être le plus spectaculaire. Il cherche à être le plus efficace. Quand Prost gagne, Lauda termine juste derrière. Quand Lauda gagne, Prost est là. La saison avance et le classement reste incroyablement serré. À l'approche de la dernière course, au Portugal, l'impensable devient réalité. Niki Lauda mène le championnat, avec seulement un demi-point d'avance. Un demi-point. C'est l'écart le plus faible jamais vu en Formule 1. Le jour de la course, Lauda s'élance depuis la 11e position sur la grille. Prost, lui, est mieux placé. Il a besoin de gagner et d'espérer que Lauda termine plus loin. Dès le départ, Prost attaque. Il prend la tête et il mène la course. Lauda, pendant ce temps, remonte méthodiquement. Sans précipitation, sans erreur. Il dépasse, il gère et il calcule. Chaque position gagnée est un pas vers le titre. À l'arrivée, Prost remporte la course. Mais Lauda termine 2e. C'est suffisant. Avec seulement un demi-point d'avance, Niki Lauda devient champion du monde pour la 3e fois. À 35 ans, ce titre n'est pas le plus spectaculaire. Mais c'est peut-être le plus grand. Il ne l'a pas gagné à la force brute. Il l'a gagné avec sa tête. Ce jour-là, Lauda prouve définitivement qu'un championnat se gagne autant dans les moments calmes que dans les instants héroïques. Il entre dans la légende. Peu après, il prend une décision fidèle à sa logique. Il a gagné, il est au sommet. Alors il s'arrête. En 1985, Niki Lauda met fin définitivement à sa carrière de pilote de Formule 1. Il laisse derrière lui un palmarès impressionnant. 3 titres mondiaux, 25 victoires et 54 podiums. Mais surtout, il laisse une image unique. Celle d'un homme qui n'a jamais piloté pour plaire, mais pour comprendre. Et pour gagner. Pourtant, l'histoire de Niki Lauda est loin d'être terminée. Car en dehors des circuits, un drame encore plus grand l'attend. Un drame qui n'a rien à voir avec la course. Le 26 mai 1991, Niki Lauda n'est plus pilote de Formule 1 depuis longtemps. Il est chef d'entreprise, patron de compagnie aérienne, responsable de centaines de vies chaque jour. Ce jour-là, le vol Lauda Air 004 décolle de Bangkok à destination de Vienne. À bord, 223 passagers et membres d'équipage. Quelques minutes après le décollage, l'avion disparaît des radars. Il s'écrase en pleine jungle thaïlandaise. Il n'y a aucun survivant. La nouvelle frappe comme un choc. Pour Lauda, c'est un cauchemar absolu. Il se rend immédiatement sur place. Non pas pour se protéger, mais pour comprendre. Sur le site du crash, les débris sont éparpillés sur des kilomètres. Le spectacle est apocalyptique. Lauda est anéanti. Il dira plus tard que c'est l'épreuve la plus dure de toute sa vie. Très vite, une première hypothèse circule. Un attentat. Mais Lauda n'y croit pas. Il connaît les avions, il connaît la mécanique et il sait que quelque chose ne colle pas. Contre l'avis de Boeing et de plusieurs experts officiels, il exige une enquête approfondie. Il affronte publiquement le constructeur. Sans détour et sans calcul politique. Les mois passent, la pression est énorme. Et finalement, la vérité émerge. Le crash est dû à un déclenchement intempestif de l'inverseur de poussée sur un moteur en plein vol. Un défaut de conception extrêmement rare, mais catastrophique. Ni les pilotes, ni la maintenance de la compagnie ne sont en cause. Grâce à l'obstination de Lauda,
Boeing reconnaît le problème et modifie ses procédures et ses appareils. Pour la deuxième fois de sa vie, Niki Lauda transforme une tragédie en combat pour la sécurité. Mais cette victoire morale a un prix. Lauda Air ne se remettra jamais complètement du drame. La pression psychologique est immense et la confiance s'érode. Au fil des années 90, la compagnie passe sous le contrôle d'un grand groupe aérien. Et en 2000, Niki Lauda est écarté de sa propre entreprise. Une nouvelle fois, il perd ce qu'il a construit. Mais une nouvelle fois, il refuse de disparaître. Car le monde de la Formule 1 n'en a pas fini avec lui. Et cette fois, ce n'est plus au volant qu'il va laisser son empreinte. Au début des années 90, Niki Lauda ne court plus. Mais il n'a jamais quitté la Formule 1. En 1992, Ferrari le rappelle. Pas comme pilote, mais comme conseiller. L'équipe est en crise, les résultats sont médiocres. La Scuderia a perdu son ADN. Lauda ne vient pas pour flatter, il vient pour trancher. Il participe à la réorganisation interne, il pousse pour des décisions fortes. Et surtout, il joue un rôle clé dans un recrutement décisif, Jean Todt. Le duo Todt-Schumacher, Ferrari ne gagne pas immédiatement. Mais les bases sont posées. Lauda, fidèle à lui-même, ne cherche ni la lumière ni la reconnaissance. Quand il sent que sa mission est terminée, il s'en va. En 2001, il accepte un nouveau défi. Diriger une écurie. Jaguar Racing, propriété de Ford. Mais cette fois, le contexte est différent. Les moyens sont là, mais la vision manque. Les luttes internes sont constantes. La méthode Lauda, directe, brutale parfois, ne plaît pas à tout le monde. Moins de 2 ans plus tard, il est évincé. Un échec rare dans sa carrière. Mais encore une fois, Lauda ne s'effondre pas. Il attend. Et en 2012, la Formule 1 entre dans une nouvelle ère. Mercedes-AMG cherche à dominer. Mais il manque un élément clé. Un leader, un homme qui sait reconnaître un champion. Niki Lauda devient président non exécutif de Mercedes. Et très vite, il pousse pour une décision qui va changer l'histoire. Lewis Hamilton. Beaucoup doutent. Pourquoi quitter McLaren, une équipe gagnante, pour un projet incertain? Lauda insiste, il convainc Hamilton et convainc Mercedes. Ce choix devient l'un des plus grands tournants de la Formule 1 moderne. De 2014 à 2018, Mercedes écrase la concurrence. Titre pilote, titre constructeur. Une domination totale. Dans le paddock, Lauda est partout. Casquette rouge, regard perçant. Des mots courts, mais justes. Il gère les tensions. Il recadre les égos. Il rappelle une chose essentielle. Être champion, ça se mérite tous les jours. Il joue un rôle crucial dans la gestion du duel explosif. Entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Sans lui, Mercedes aurait pu imploser. Avec lui, l'équipe devient une machine parfaite. Mais le corps de Lauda, lui, commence à lâcher. Les séquelles de l'accident de 1976 ne l'ont jamais quitté. Les poumons sont fragiles. Les reins aussi. En 2018, une infection pulmonaire grave l'oblige à subir une transplantation d'urgence. L'opération est lourde. La convalescence est longue. Il ne reviendra plus dans le paddock. Le 20 mai 2019, Niki Lauda s'éteint à l'âge de 70 ans. La Formule 1 perd bien plus qu'un champion. Elle perd une conscience, un repère. Un homme qui n'a jamais triché avec la vie, ni avec la vérité. Mais son héritage, lui, est éternel. Niki Lauda n'était pas un héros parfait. Il n'était pas charismatique au sens classique. Il n'était pas flamboyant. Il ne cherchait pas à être aimé. Et pourtant, il est devenu immortel. Parce que Lauda n'a jamais menti. Ni à lui-même, ni aux autres. Il a défié sa famille pour vivre sa passion. Il a défié la mort dans les flammes du Nürburgring. Il est revenu, brûlé, détruit, quand personne ne croyait cela possible. Il a su dire non, quand rester aurait pu le tuer. Il a perdu un championnat, mais il a sauvé sa vie. Il a quitté Ferrari par principe. Il est revenu par fierté. Il est redevenu champion quand tout le monde pensait que c'était fini. 3 titres mondiaux, 3 renaissances. Mais son plus grand héritage ne se lit pas sur un palmarès. Il se voit dans chaque amélioration de sécurité, dans chaque circuit modifié, dans chaque décision prise pour protéger les pilotes. La Formule 1 moderne, plus sûre, plus technique, plus professionnelle, porte sa signature. En dehors des circuits, Lauda a affronté d'autres drames. La catastrophe aérienne de Lauda Air, les grèves de reins et la grève de poumons.
À chaque fois, il a fait ce qu'il savait faire le mieux. Regarder la réalité en face. Comprendre et agir. Même affaibli, il est resté un bâtisseur. Chez Mercedes, il a reconnu le talent avant les autres. Il a façonné une dynastie. Il a accompagné une génération entière de champions. Quand Niki Lauda est mort en 2019, le paddock s'est figé. Rivaux, amis, jeunes pilotes, légendes. Tous savaient ce qui disparaissait. Pas seulement un triple champion, mais une référence morale. Un homme qui a prouvé que le courage ne consiste pas seulement à attaquer, mais parfois à lever le pied. Aujourd'hui encore, quand un pilote revient après une blessure, on dit qu'il fait un retour à la Lauda. Son nom est devenu une mesure, une limite et un symbole. Niki Lauda n'a pas gagné parce qu'il était le plus rapide. Il a gagné parce qu'il était le plus lucide. Et c'est pour cela qu'il ne sera jamais oublié.